important cette année. On avait essayé de le faire un peu la dernière fois. Mais bon, voilà. Ils sont partis en vrille. Les acteurs se reconnaîtront. De faire un peu le point sur ce qui s'est passé dans l'écosystème entrepreneurial et l'écosystème de l'accompagnement depuis la dernière édition. Et puis on s'est dit, c'est pas assez, il faut qu'on fasse le point sur ce qui s'est passé dans l'écosystème depuis une vingtaine d'années, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et puis je sais pas, on est à un moment là où on a envie de faire des bilans et puis de se tourner vers l'avenir, mais en revenant aux fondamentaux, retour vers le futur. Voilà. Donc on a invité Karim et Sylvie à nous rejoindre, parce qu'il y a un mot qui s'est imposé quand on a préparé ce congrès, petit à petit, c'est hybridation. Ce mot, vous allez le retrouver pendant ces 2 jours et demi de congrès, à différents moments. Hybridation, évidemment, dans nos méthodes d'accompagnement, et d'autant plus depuis ces 2 dernières années, dans la formation avec le digital, etc. Hybridation dans nos postures d'accompagnants. On nous demande d'être de plus en plus des moutons à 5 pattes, 8 pattes, 10 pattes, de vrais hybrides. Hybridation dans l'approche territoriale, où on a de plus en plus de partenariats de projets qui sont coportés par du privé, du public, du privé financé par du public, enfin bon, voilà. Donc l'hybridation revient partout, et on s'est dit, commençons ce Procréa par une séance un peu hybride, un regard croisé entre nos regards d'organisateurs. Alors on a la prétention de représenter un petit peu les accompagnants. En tout cas, on est des observateurs de l'accompagnement. Même si on est de plus en plus éloigné, on fait plein d'autres choses. C'est ça. Et puis un regard croisé avec des chercheurs qui toute l'année observent l'écosystème entrepreneurial et également l'accompagnement entrepreneurial. Voilà pourquoi on a demandé à Sylvie et Karim, que je vais te laisser présenter peut-être, de nous rejoindre. Comme ils ont des titres à rallonge, je pense que je vais tout simplement leur laisser l'opportunité de le faire. Donc Sylvie Samut, vas-y, bonjour. Merci. Bonjour tout le monde. Ravi de vous voir aujourd'hui. Je suis professeur à l'Université de Montpellier et également chercheur au Labex Entreprendre. Et je voudrais qu'on réapplaudisse Marie-Hélène et Yann, parce qu'ils le méritent bien. Voilà. Merci Sylvie. Bon, c'est la dernière fois. Et donc, Karim Messeghem. Alors, Karim Messeghem, j'ai un côté un peu hybride aussi. Alors, j'ai le côté Karim, mais je ne suis pas comédien. Le côté hybride, chercheur, formateur aussi, et peut-être un peu accompagnateur auprès de publics étudiants, mais aussi auprès de dirigeants de PME sur des projets de croissance. Donc bien évidemment ravi de participer à cette nouvelle édition de Procréa, et c'est vrai, nous étions là en 2008 et on est ravis de cette fidélité, et bravo pour finalement cette construction qui associe l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Merci. Merci à vous de nous accompagner depuis le début dans cette formidable aventure. Alors on va entrer directement dans le vif du sujet. On va s'asseoir, oui, c'est bien. Vous ne nous en voudrez pas. La nuit fut courte. Voilà, on va essayer rapidement de faire un premier point sur les grandes tendances donc de ces 2 dernières décennies. Avec un premier point rapide, parce qu'on ne va rien vous apprendre évidemment, sur le marché de la création d'entreprises, de la création et de la reprise, qui est en pleine effervescence depuis 20 ans. Vous savez que pour le Salon des entrepreneurs à Paris, il y a Opinionway qui sort chaque année un baromètre. Et depuis une vingtaine d'années, les intentions de création d'entreprises des Français tournent autour de 30%. Quasiment un tiers des Français veulent créer une entreprise. Alors pourquoi ? Vous le savez comme nous, la Startup Nation, Karim Duval en a parlé. Effectivement, ce mythe de l'entrepreneur super-héros qui s'effrite un peu, on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, toutes ces belles histoires de gazelles, de success stories qui font qu'il y a cette envie entrepreneuriale. Et puis, passer de l'envie à l'action, il y a quand même un gouffre que vous connaissez bien.
mais ce gouffre, de plus en plus de porteurs de projets le franchissent, puisqu'effectivement, vous avez le chiffre devant les yeux. On a quasiment eu 850 000 créations d'entreprises en 2020, année quand même du Covid. On aurait pu s'attendre à un ralentissement, et au contraire, ça a été une accélération, parce que vous le savez tous, des prises de conscience. Karim en a parlé aussi. Avoir des projets qui ont du sens, finalement passer du salariat à l'entrepreneuriat parce que voilà, la pandémie a fait prendre un certain nombre de conscience. Alors, bref. Pardon. Et on va y revenir, donc je ne m'étends pas. Et puis depuis 20 ans, il y a quand même eu, les pouvoirs publics ont quand même pris un certain nombre de mesures incitatives. Donc on peut en citer quelques-unes. Donc la loi sur l'innovation et la recherche, la loi Allègre en 99, pour faciliter justement le rapprochement entre la recherche et l'entreprise, faciliter la création d'entreprises innovantes pour les chercheurs. Le statut de la jeune entreprise innovante en 2004, mais il n'y a pas que des mesures concernant les entreprises innovantes, puisque vous le savez, en 2008, le régime de l'auto-entrepreneur qui devient micro-entrepreneur, et puis on le voit sur cette courbe qu'on a mis aux couleurs de Procréa, à partir de la création effectivement de ce régime, explosion de la courbe des créations, et encore plus ces 3 dernières années. Et puis la création du statut étudiant-entrepreneur, certains dans la salle sont concernés, et plus que concernés, en 2014. La multiplication de toutes ces manifestations, concours, prix dont a parlé Karim Duval aussi, les Startup Weekend, les hackathons, les créatons, et j'en passe. Voilà, donc tout ça a contribué effectivement à ce passage de l'intention à l'action. Et puis, il n'y a pas que l'aspect quantitatif, il y a l'aspect qualitatif aussi. Le profil des entrepreneurs a également énormément évolué. Donc à une époque, on avait un profil type. C'était un homme, grosso modo, d'une quarantaine d'années, qui avait plutôt un bac plus, qui avait de l'expérience professionnelle et qui avait un petit peu d'apport financier. Voilà, ça c'était le créateur il y a quelques années. Mais ça c'était avant. Et alors là, accrochez-vous. La méga animation. Hop là, tac, tac, tac. C'est Marie-Hélène. Et là, voilà, les choses ont évolué. Donc, il y a toujours des hommes, mais il y a des femmes, évidemment. Et heureusement. 40 ans, on a des seniors, on a des jeunes, on a des étudiants entrepreneurs, on en a parlé. On a des créateurs dans les quartiers, on a des retraités. Mon père est retraité, mais micro-entrepreneur. Des serial entrepreneurs, évidemment, en reconversion. Karim nous en a parlé aussi. Des entrepreneurs par nécessité, parce que ils n'ont pas d'autre choix pour poursuivre que de créer leur activité, leur propre emploi, des pluri-actifs. Donc voilà, on n'a plus de créateurs type, mais on a des créateurs. Je ne sais plus la suite. Oui, alors voilà, la génération Y, pour faire le lien effectivement avec ce dont vous a parlé Karim tout à l'heure. Donc ces créateurs, ils ont plein de caractéristiques auxquelles il faut qu'on s'adapte. Effectivement, c'est que ils sont pour certains à temps partiel, à durée limitée, alors que l'entrepreneuriat c'était avant une opportunité de vie, et puis maintenant on fait ça pendant 2 ans, 3 ans, on revient en salariat, puis on recrée une entreprise, puis on en reprend une, etc. Enfin, vous vivez tout ça. Ils sont pressés comme nous maintenant, pour la plupart. Ils sont épris de liberté. Ces générations Y, volage, zappeur alternatif, ils passent d'une structure à une autre, ils passent d'un projet à un autre, ils pivotent, voilà. Ils sont pour la plupart surinformés, ou ils croient l'être, hyper connectés évidemment. Je regarde là-haut, mais en fait j'ai un retour, alors je ne sais pas pourquoi je me provoque un torticolis. Ils sont bien sûr dans le collaboratif, co-construction, et on en a parlé, on va en parler, en quête de sens, bien évidemment. Mais bon, on n'est pas à un paradoxe près, ils sont quand même plutôt auto-centrés. Il y en a qui sont carrément hors sol, nomades. On en reparlera pendant le congrès. Et puis certains sont évidemment fragilisés et en quête de sécurité, ont besoin qu'on les rassure, qu'on les sécurise dans leur démarche de création. En quête de proximité, ça c'est sûr, malgré tout. Et certains se rêvant start-upers. Donc là, je vais passer la parole à ce moment-là à Marie-Hélène. Introduite par Sylvie. Ouais, pardon, je ne sais plus aujourd'hui. Donc, quelles sont les influences, les incidences sur le métier d'accompagnant, Marie-Hélène?
Voilà, donc en fait, effectivement, tous ces nouveaux besoins ont généré une évolution dans l'accompagnement entrepreneurial, vous le savez bien, et c'est ce qui a aussi motivé que l'on crée Procréa et qu'on réfléchisse aux évolutions qu'on devait apporter à l'accompagnement. Procréa, c'est né de tout ça, de cette obligation de s'adapter à ce que voulaient nos créateurs. On s'est aperçu à un moment donné, et ça c'était dès 2008, à la première édition de Procréa, que on accompagnait les porteurs de projets comme on les accompagnait 15 ans auparavant. Et effectivement, tout ce que vient d'indiquer Yann, toute cette évolution a forcément nécessité des améliorations et des évolutions. Donc il a fallu que notre accompagnement devienne souple, impérativement, donc que l'on s'adapte à cette mouvance, qu'il soit rapide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrivait, quand on recevait un porteur de projet et qu'on lui disait, bon ben voilà, vous rentrez dans un parcours d'accompagnement, vous allez commencer par vous inscrire à la demi-journée d'information, puis vous aurez un stage éventuellement de 5 jours, alors il aura lieu dans 3 ou 4 semaines, puis ensuite vous aurez rendez-vous avec un conseiller, éventuellement généraliste, puis après vous verrez un conseiller spécialisé. Un projet de création, mon bon monsieur, c'est minimum 6 mois. Voilà. Ça, effectivement, aujourd'hui, c'est plus possible, vous le savez parfaitement, donc l'accompagnement doit être rapide. Nos jeunes, ils nous ont demandé aussi, nos jeunes, mais pas que forcément dans l'âge, mais également nos jeunes entrepreneurs récents, nous ont demandé de ne pas les ennuyer quand on fait de l'accompagnement et d'essayer de mettre un peu de jeu. Donc on a commencé à inventer un certain nombre de choses parce que l'accompagnement devait être ludique. Aujourd'hui, ce ne doit pas être le parcours du combattant que l'on a pourtant porté pendant des années. Je suis celle qui peut peut-être le dire, puisque vu mon âge aussi, ça commence. J'ai fait tout ça, je m'en repens. Il faut qu'il soit hybride, ce fameux mot dont Yann a parlé, qui effectivement n'était pas, ça aurait pu être finalement le sous-titre de Procréa. On est parti vers retour vers le futur, revenir aux fondamentaux, mais comme il l'a dit, en fait aujourd'hui il faut qu'on fasse un peu de tout. Et de façon concertée, et qu'on mélange et que l'accompagnement soit bien évidemment hybride. En ligne, bon, le Covid a été là pour nous réaffirmer ce qu'on avait déjà quand même essayé de vous vendre à Procréa dès 2013, qu'il allait falloir qu'on commence à faire un petit peu de digital. Alors on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, et puis on en a reparlé en 2015, et puis je crois qu'on en a reparlé à toutes les éditions de Procréa depuis. Bon, on l'a vu sur la dernière période que l'on vient de passer, ceux qui n'y étaient pas encore ont été obligés d'y aller. On en reparlera dans une des tables rondes. Donc du coup, l'accompagnement devant évoluer, les métiers de l'accompagnant ont également changé. Il a fallu qu'il se dote d'un rôle de facilitateur. Donc ça aussi, ça s'apprend. C'était pas forcément ce que l'on faisait. Qu'il soit expert, mais pas que. Qu'il continue quand même à répondre aux exigences des entrepreneurs, mais qu'il soit aussi susceptible de l'ouvrir à un réseau et effectivement de l'accompagner vers une communauté, que ce soit d'accompagnants ou de porteurs de projets ou d'entrepreneurs. Il faut que ce conseiller, qui a ce rôle multiple, bien sûr, soit capable de s'adapter à la complexité. Donc ça va aussi avec la souplesse, et qu'il soit bien sûr en proximité. Et ça, c'est tous les grands mots MOTS aujourd'hui du rôle de l'accompagnant. Donc pour répondre à tout ça, on a fait également évoluer les pratiques. Alors là, on va y aller rapidement. On en a mis un certain nombre, mais pas que. Donc il y a effectivement tout ce qui a permis de faire les créations en ligne. Voilà, on y est allé. On a découvert avec bonheur le business Bonheur Canvas il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est unanimement diffusé dans les structures.
On a travaillé donc effectivement avec tout ce qui est les communautés. On a découvert le rôle de mentor. Alors on parlait de parrainage, on parlait d'accompagnant, mais effectivement le rôle de mentor, de professionnel qui n'est pas dans l'accompagnement et qui apporte du conseil. Pardon. Ok, merci. J'espère que vous n'avez pas trop raté de choses parce que c'était vraiment passionnant ce que je vous disais. On a bien sûr inventé des outils pour aider, répondre à cette génération maker et notamment avec des révolutions comme les Fab Labs où on a commencé à travailler sur des produits, à les mettre au point avant de mettre au point des entreprises. Donc tout ça forcément a fait que notre écosystème, excuse-moi Karim, a forcément été bouleversifié. On peut le dire comme ça sur ces dernières années. Attention, animation. Ah oui, et que du coup, effectivement... Il y a un petit raté sur la mise en forme, vous nous en excuserez. Donc, ouais, ça, c'est des versions de PowerPoint qui sont en conflit d'un ordinateur sur l'autre. Voilà, donc effectivement, vous allez en entendre parler aussi pendant les 3 jours que nous allons passer ensemble. L'accompagnant est devenu un véritable mouton à 5 pattes. Et même à plus, hein, on est arrivé à 8 pattes avec Yann, mais voilà, avec un rôle effectivement qui le dispute à l'accompagnateur, le facilitateur et l'humain, malgré tout. Et ça fait aussi partie des choses qui nous ont amenés à parler de retour vers le futur. On avait un petit peu oublié, à force de travailler sur nos techniques, que le porteur de projet, c'était un humain. Et il est heureux de constater aujourd'hui que dans nos métiers, les évolutions, on remet un peu d'humain au cœur, mais on va y revenir. Et là, c'est Karim qui doit me lancer. On n'a pas répété, en fait. Très bien. On a vu un certain nombre d'évolutions et bravo pour cette rétrospective en mode accéléré qui nous permet effectivement de voir que en quasiment 15 ans, les métiers se sont transformés et en parallèle, les acteurs, bien évidemment, et les porteurs de projets, les entrepreneurs, sont arrivés avec de nouvelles attentes, de nouvelles pratiques. Et ça amène peut-être à repenser ou à s'interroger justement sur la structuration des acteurs. Alors oui, tout ça effectivement a amené à une reconfiguration des acteurs de l'accompagnement, mais pas que, il y a un autre élément quand même très important, c'est le marché et le financement du marché de la création. Alors les plus anciens s'en souviennent, dans les années 90, on avait le chèque conseil, donc l'État qui aidait les porteurs de projets à bénéficier de l'aide d'un professionnel de l'accompagnement pour son projet de création. Donc ça, c'était effectivement il y a une vingtaine d'années. Et puis il y a eu le dispositif NACRE qu'on a tous connu en 2009, qui a amené une certaine industrialisation de l'accompagnement de la création de la reprise sur 3 phases bien calibrées: la phase anté-création, construction du projet, le financement du projet et puis le suivi post-création, avec une première labellisation des structures d'accompagnement. C'est également à cette occasion qu'a été, puisque le premier Procréa a été lancé en 2008 et on a ouvert avec le président de la PCE à l'époque, Monsieur Matteau, qui était venu nous expliquer effectivement tout l'enjeu pour l'État de labelliser des structures. Il y avait eu des labellisations avant, mais ça a été ça aussi, le démarrage de Procréa. Ouais. Parce qu'il a fallu qu'on prouve à un moment donné qu'on était compétent. Et voilà, on le savait, mais il a fallu... Nos financeurs nous ont demandé de le prouver. Et puis sont arrivés les appels à projets qu'on connaît tous. Alors évidemment, ce ne sont que des exemples, mais pour l'emploi, sur la phase amont, tout le monde a entendu parler d'actifs créa, des ateliers, etc. On se bat les tous. EPCE, à l'époque, les EPCRE. Voilà, et puis les régions, effectivement, on a mis le logo de notre région bien aimée, mais toutes les régions maintenant lancent des appels à projets
souvent complétés par des fonds européens. Et puis, plus récemment, le CPF qui a pas mal bouleversifié là aussi notre financement. Voilà, tout ça pour dire qu'on a un marché attractif, pour pas dire bankable. Au départ, on était relativement tranquille chacun sur nos terrains parce que il y avait des subventions. C'était pas un métier qui était très rentable, l'accompagnement à la création d'entreprise. Du coup, voilà, on se partageait. Enfin, il y avait un petit gâteau qu'on se partageait. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, voilà. On est de plus en plus nombreux à s'intéresser à ce gâteau. Voilà, il y a de plus en plus de structures d'accompagnement diverses et variées. Et Marie-Hélène va vous faire une petite cartographie. Est-ce que tu veux la zapette ou est-ce que tu me fais confiance? Je te fais confiance. Ok. Hein, on va essayer. Voilà. Donc sur un schéma qui a été au départ pensé par Sylvie Samut, mais qu'on a comme en 2015, on y avait travaillé, 2016, début 2016, on y a travaillé ensemble et depuis on le recycle et on l'a fait évoluer. Donc elle va pas peut-être y retrouver l'intégralité de ses petits, mais voilà. Donc sur un axe, qui était l'axe à la fois de l'expérience et de l'ancienneté. Donc on a des acteurs qui sont plus ou moins anciens, les classiques comme on a pu les qualifier dans d'autres procréas, et des plus récents, les modernes, de généralistes à spécialistes. Et là aussi, mauvaise version, dommage. Vous retrouverez ce PowerPoint en téléchargement sur le site de Procréa a posteriori. Comme ça, ils seront bien remis en ligne. Donc au départ, il y avait les grands réseaux, les consulaires, les grandes associations diverses et variées qui faisaient du financement et de l'accompagnement. Donc on cite réseau Entreprendre, les consulaires, les BGE, etc. Ensuite, on a commencé à voir arriver des C2EI, BIC, incubateurs, des capitaux risqueurs, des business angels, des gens qui se sont intéressés à des projets qui avaient du potentiel de croissance. Et on a commencé effectivement à travailler sur ces notions-là et à éventuellement se les disputer, les projets à potentiel. On a vu arriver une génération d'acteurs. Alors, ce n'est pas forcément là dans l'ordre, mais il faut le replacer sur la chaîne de l'histoire. Des structures d'accompagnement qui ciblées, qui se sont intéressées à un seul public, ou plus particulièrement à un public. Donc, c'est par exemple les pépites, les MoveJ, les premières, etc. Les entrepreneurs à mobilité réduite. Comme le disait Karim, tout à fait. Donc c'est bien ça. Donc les ciblés. Ensuite, on a vu des nouveaux accélérateurs, des nouveaux opérateurs qui sont venus s'intéresser à la start-up plus, avec les accélérateurs notamment. Et puis sont arrivés les Fab Labs, on en parlait, mais aussi tous les outils qui nous ont permis de faire du le coworking. On a vu apparaître des opérateurs comme les opérateurs de crowdfunding. Vous en aurez un qui est présent, qui va intervenir dans une des masterclass. On a vu apparaître des réseaux virtuels pour accompagner les créateurs, donc une communauté qui se met à accompagner collectivement un porteur de projet qui amène sa question. Des plateformes numériques. Puis, également, sont venus complexifier la donne, ce qu'on a qualifié de repositionner, c'est-à-dire des gens qui étaient sur le marché, mais qui étaient sur le marché de l'entreprise, qui ne s'intéressaient pas à la création quand le marché n'était pas rentable, quand les gens ne voulaient pas payer du conseil à la création. C'est un peu comme les entreprises en difficulté, quoi. Personne ne veut payer du conseil, ne peut payer quand on est une entreprise en difficulté, donc ça n'intéresse pas grand monde d'y aller, même si on a de super opérateurs, et vous en verrez aussi.
Et donc c'est notamment les syndicats patronaux, certains qui sont venus s'intéresser à la création, voire à la transmission. Mais les banques aussi, avec les villages Baïséa et compagnie, des consultants privés qui étaient, comme pour les raisons indiquées, que le marché de la création n'était pas rentable, n'y allait pas. Mais là maintenant, les créateurs sont capables d'acheter du conseil, donc ils y viennent. Les praticiens de la reconversion professionnelle, etc., etc. Et je pense qu'on a pris beaucoup de retard, donc il faut aller très très vite. Et il y a aussi des universitaires qui sont venus, alors avec plusieurs casquettes, donc à la fois donc la recherche, nous aider à comprendre, et aussi accompagner les étudiants entrepreneurs et à faire passer l'esprit de l'entrepreneuriat, semer le germe de l'entrepreneuriat le plus tôt possible auprès des étudiants. Et une petite animation pour faire venir, hop. Et aujourd'hui, en plus, nous avons les EPCI, dont nous avons un certain nombre de représentants ici. Ils commençaient à venir à Procréa, donc preuve que ça, le sujet les intéressait. Donc cette année, on a ouvert plus largement la porte en créant un programme spécifique pour eux et en travaillant beaucoup plus de thématiques autour des territoires. Effectivement, c'est des nouveaux intervenants avec lesquels il faut que les structures d'accompagnement classiques fassent avec. Voilà. Et là, je lance Sylvie, enfin. Donc Sylvie, on l'a vu, depuis 2 décennies, la création d'entreprises est un marché en effervescence. On imagine que ça a dû avoir une certaine influence sur la recherche en entrepreneuriat. Est-ce que tu veux la tapette ? Merci Yann. Alors je suppose que ça fonctionne comme ça. Voilà, merci. Effectivement, la demande qui m'a été faite par Marie-Hélène et Yann, c'est d'essayer de se replonger sur le déroulé de la recherche pendant toute cette période, dans la recherche en AE, en accompagnement entrepreneurial. Et donc, je suis partie de ce qu'était, il y a une vingtaine d'années, l'entrepreneuriat. Et pour moi, c'était plus un phénomène, voire un épiphénomène entrepreneurial au niveau national, peut-être moins au niveau international, en tout cas dans les pays d'Amérique du Nord ou d'Europe du Nord, mais en France, c'était plutôt un phénomène, voire un épiphénomène entrepreneurial. Puis se sont développés en masse des acteurs de l'accompagnement, avec des acteurs qui se sont constitués en réseau, qui ont ouvert la voie finalement de l'action et de la réflexion dans l'accompagnement entrepreneurial. Ça ne veut pas dire que les réseaux sont nés il y a 15 ans, mais j'essaye de me replonger sur un temps long. Bien évidemment, ils existaient avant 15 ans en arrière. Et puis, petit à petit, la dimension politique est venue appuyer finalement le terrain, et c'est tant mieux. Et on a vu apparaître des appuis financiers, des nouvelles politiques en faveur de l'entrepreneuriat, la loi de la modernisation de l'économie, etc. Donc finalement, le terrain est venu être appuyé, soutenu financièrement, politiquement, par tous ces acteurs territoriaux, régionaux et nationaux. En parallèle de cela, eh bien, des programmes de formation se sont développés en France. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, quand je suis arrivée à Montpellier, par exemple, en 2002, j'ai repris un programme d'entrepreneuriat. C'était une option d'une maîtrise à l'époque. Aujourd'hui, il y a des programmes d'entrepreneuriat partout, dans toutes les universités, dès la licence, en master, dans les écoles également. On est sur des formations en entrepreneuriat à tous les niveaux, donc c'est aussi important l'entrepreneuriat que le marketing, la finance, la comptabilité, etc. Et puis on voit également en parallèle de ces formations se développer des programmes de recherche, avec de plus en plus de laboratoires de recherche qui se développent autour de l'entrepreneuriat, en France et à l'étranger. Et finalement, ce que l'on voit au niveau français est aussi extrêmement visible au niveau international. Il y a des associations de chercheurs au niveau français, mais il y a aussi des associations de chercheurs au niveau international, et tout cela régénère finalement toute la réflexion que l'on peut avoir au niveau
régionales, locales, nationales et internationales. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on va passer, vous voyez que le mot du centre a changé, on va passer du phénomène entrepreneurial à la culture entrepreneuriale. On est rentré dans une culture entrepreneuriale parce que justement, et c'est là que ça devient intéressant de mon point de vue également, c'est que tous les acteurs finalement sont devenus aussi interdépendants. Tous les acteurs discutent les uns avec les autres. Et la preuve en est aujourd'hui, c'est que tous les acteurs présents dans chaque cadre rouge sont présents ici aujourd'hui et réfléchissent ensemble. Donc voilà comment je peux analyser de mon point de vue, en tout cas, l'évolution de la recherche en entrepreneuriat sur ces quelques années. Merci Sylvie. Merci beaucoup Sylvie. Alors on a vu rapidement ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières décennies. On va faire très rapidement ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières années, donc depuis la dernière édition de Procréa. Alors la loi Pacte, elle venait de sortir en 2019 quand on s'est réunis ici la dernière fois. Alors vous la connaissez tous, c'est une loi fourre-tout qui a pour objectif effectivement de simplifier à la fois la création, notamment en ligne, de faciliter le rebond, la transmission et de repenser aussi la place de l'entreprise dans la société. Alors, dans cette loi fourre-tout, je retiendrai 2 choses. Un, c'est la notion de société à mission, qui quand même a son importance, puisque la finalité est finalement de réconcilier l'économique avec le social, l'environnemental, etc. Donc même si concrètement l'impact pour l'instant est assez limité, philosophiquement c'est pas inintéressant. Et je retiendrai à l'autre bout de l'échelle ce qu'on a appelé l'OUE et qui devient le guichet unique électronique. Donc la réforme finalement des formalités qui à partir de 2023 devront être faites en ligne par tous les créateurs. Alors ça impacte beaucoup les consulaires évidemment qui avaient ce service, mais pas que. Donc réforme des formalités, simplification a priori, on espère, et le RGDE, le registre général des entreprises, qui va devenir le registre unique finalement. Voilà ce que je retiendrai de la loi Pacte. Et puis la loi Pénicaud, loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui venait de sortir aussi, dernier Procréa, mais on ne voyait pas encore trop l'impact qu'aurait le CPF. Depuis, on l'a vu, hein, EDOF, etc. C'est très impactant pour le financement de nos structures. Et puis, Marie-Hélène, c'est toi la suite. Oui, on a commencé à avoir un peu de start-up bashing, donc c'est vrai qu'on avait commencé un peu à le faire à Procréa entre nous, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la mode tout start-up a un peu vécu, hein, malgré, en dépit de ce que nous a dit Karim. Vous le savez, quelques scandales, quelques échecs retentissants ont fait que le modèle, malgré la French Tech, donc qui est formidable et qui apporte beaucoup qui a beaucoup apporté et qui continue à apporter, malgré tout, dans le discours, on voit un certain nombre d'articles désormais sur le fait que il n'y a pas que les startups dans la vie, hein. Et on revient aussi sur des activités peut-être un peu plus classiques et un mode de fonctionnement un peu plus traditionnel. Et c'est ça aussi le retour vers le futur que l'on a essayé de vous préparer pour Procréa. Il n'y a pas davantage. Et puis un dernier petit truc qui s'est passé. C'était le Covid. Voilà, donc ça non plus, on ne va pas en parler, mais ça a été effectivement quelque chose qui a permis d'accélérer un certain nombre de tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Donc on en a parlé, le numérique, bon bien sûr, après il a fallu y aller à marche forcée, même si, désolé, dites-moi-le. Il y a un retour au local. On va reparler cet après-midi des activités essentielles, non essentielles. Les gens ont envie davantage de proximité, de quitter les grandes villes, donc, et puis de proximité. C'était des choses que l'on commençait à sentir, mais le Covid a eu ce formidable effet accélérateur.
On a vu aussi, bon ça Karim a commencé à en parler, mais s'affirmer la passion economy, les gens qui ont envie de vivre à partir d'un savoir-faire qu'ils ont, de quelque chose qu'ils aiment, et d'en faire véritablement leur métier. Alors avec toutes les contraintes que vous connaissez, toutes les interrogations que ça peut poser en termes d'accompagnement pour les transformer en entreprise réellement rentable. Donc tout ça, effectivement, c'est ce qui a fait que on s'était quitté à Procréa dans une certaine situation et on arrive à Procréa 2021 2 ans plus tard avec beaucoup d'acquis, beaucoup d'évolutions sur lesquelles il fallait qu'on refasse le point. Mais cette accélération de tendance ne doit pas nous obliger à aller toujours très vite derrière ces tendances. On fait partie des gens qui pensent qu'il faut prendre le temps du recul, même si on doit s'adapter. Et en la matière, la recherche nous donne véritablement le temps de prendre le temps de la compréhension. Et c'est pour ça qu'il est si important pour nous d'avoir à nos côtés toujours dans nos réflexions la recherche. Et donc c'est là où je passe normalement la parole à Karim. Voilà. Eh bien, merci Marie-Hélène. Ce qui a été dit sur notamment l'évolution du contexte fait penser à un mot, tu l'as lâché à un moment donné en t'excusant, il n'y a pas lieu de s'excuser. Écosystème entrepreneurial qui est devenu peut-être... Oui, tu peux faire passer comme tu veux. Très bien, merci. Donc le terme écosystème est devenu un mot à la mode, ce qu'on pourrait dire un buzzword, si on veut reprendre un peu la terminologie de Karim Duval. Il y a un certain nombre de mots-clés qui se sont diffusés, qui sont devenus des mots que s'approprient à la fois les acteurs et les chercheurs. Alors, bien évidemment, le point de départ, vous reconnaissez, peut-être que vous n'arrivez pas bien à lire, mais ce sont des territoires emblématiques qui ont été associés à des dynamiques entrepreneuriales très fortes. On pense bien évidemment au lieu mythique qu'est la Silicon Valley, qui a fait émerger un certain nombre d'entreprises et un modèle, et finalement, ça a été dit, là aussi, il y a une dimension culturelle. La dimension culture start-up est issue en grande partie de ces territoires, et finalement, elle a eu tendance à se diffuser. Donc l'effet mode a fait qu'un certain nombre de territoires ont essayé de s'approprier ces méthodes en se disant finalement, dans mon territoire, je vais essayer de créer une dynamique entrepreneuriale, une dynamique d'innovation. Et on a vu que ça pouvait marcher. Et j'ai pris quelques exemples dans le monde. Donc souvent autour de grandes métropoles, de capitales, Londres, Berlin, Paris, Singapour, Montréal, plus tardivement d'ailleurs, Tel Aviv. Et donc vous avez dans le monde aujourd'hui effectivement des espaces qui ressemblent, qui ont les caractéristiques, qui ont les traits de la Silicon Valley. Les derniers en date, et ceux qui sont en train de monter et qui sont en hyper-croissance, ce sont les écosystèmes entrepreneuriaux chinois, Beijing, Shanghai et d'autres, dans lesquels on va avoir là aussi une grande dynamique. Et ce qui est intéressant de voir d'ailleurs dans ces écosystèmes, qui sont souvent abordés sur un territoire en particulier, c'est la question de la connexion entre les écosystèmes. Et notamment quand on regarde ce qui se passe en Chine, il y a une connexion très forte avec la Silicon Valley. Il y a à la fois des étudiants, une diaspora qui, là aussi, a créé des connexions. Et finalement, la culture entrepreneuriale s'est diffusée aussi par des personnes qui ont voyagé. On retrouve la même chose, bien évidemment, en France. Alors, si on fait le parallèle, puisque la question, c'est effectivement, c'est un mot à la mode dans les pratiques, vous le retrouvez dans les discours politiques, dans la presse économique, qu'en est-il de la recherche académique ? Alors, avec Christina Theodoraki, nous avons beaucoup travaillé sur cette question des écosystèmes entrepreneuriaux, et on avait essayé d'analyser justement l'évolution de la littérature sur les années 2000. Donc ça démarre en 2006, ça arrive en 2018 ici, et on voit effectivement une augmentation quasiment exponentielle des articles scientifiques qui traitent de cette notion, alors dans la littérature francophone et bien évidemment dans la littérature anglophone. Donc on voit émerger un intérêt pour cette notion, pour la comprendre, et en se disant finalement au-delà de la pratique, il y a peut-être besoin d'une conceptualisation, il y a besoin de développer des modèles qui vont être utiles pour les structures d'accompagnement, qui vont être utiles aussi pour les décideurs politiques. Alors déjà, la réflexion a porté sur des éléments de définition. C'est quoi un écosystème entrepreneurial ?
Alors on peut prendre quelques caractéristiques qui sont importantes. La première, c'est bien évidemment la dimension systémique. Autrement dit, on peut avoir des éléments intéressants dans un territoire. Sont-ils connectés, et Sylvie Samut a évoqué la question des connexions entre les acteurs. Il ne suffit pas de multiplier les acteurs, il faut qu'il y ait des connexions entre ces acteurs et que ces connexions soient de qualité aussi. Donc la question des interactions, de la qualité de ces interactions est importante. Bien évidemment, il va falloir aussi des moyens, des ressources. Donc ce sont des ressources immatérielles, on a parlé de la culture, alors elle a été un peu peut-être caricaturée par Karim Duval, notamment autour de l'échec, autour de la résilience, etc. Mais ce sont quand même des valeurs qui sont structurantes et qui font qu'on a envie aussi de prendre des risques, de s'engager dans des projets, notamment la lecture de l'échec est un élément clé. Des éléments bien évidemment matériels, des structures de formation, des structures d'accompagnement, la digitalisation, ce sont aussi des moyens, donc toute une série de dispositifs, de moyens qui vont bien évidemment accompagner cette dynamique. Et un élément notamment qui est important dans les ressources au sens très large, matériel et immatériel, il y a bien évidemment la connaissance. On a les sociétés d'accélération de transfert de technologie notamment, mais dans les territoires les plus emblématiques que nous avons vus, ce qui marche, c'est bien évidemment cette connexion entre des laboratoires, des centres de formation, des entreprises qui sont orientées aussi vers la recherche, et des porteurs de projets, des entrepreneurs, des structures qui vont pouvoir valoriser ces connaissances nouvelles et les transformer en entreprise. Donc on retrouve cet élément, et le dernier point, c'est le territoire. Parce qu'on peut aussi évoquer d'autres formes d'écosystèmes, les écosystèmes, les business écosystèmes ou écosystèmes d'affaires. On pourrait prendre l'exemple d'un Apple. Le lien au territoire n'est pas marqué. Vous pouvez avoir effectivement une plateforme et une logique écosystémique, mais bien évidemment sans vous soucier fortement du territoire, en ayant une logique très internationale. Dans l'écosystème entrepreneurial, le facteur de succès, c'est bien évidemment cet ancrage territorial, et notamment capitaliser sur l'histoire du territoire, sur les ressources qui ont été accumulées au fil du temps, sur les relations de confiance qui se sont nouées autour des acteurs. Et donc, on peut modéliser, là aussi, très simplement, et la recherche sert aussi à ça, à proposer des lectures simples, après qu'on peut bien évidemment enrichir, mais de se dire, qu'est-ce qui fait qu'un écosystème génère de la dynamique entrepreneuriale? Vous voyez les trois éléments clés, les ressources, je les ai citées, bien évidemment, elles sont liées à de la compétence, le capital humain, les ressources financières, informationnelles. Les éléments liés aux interactions, la dimension réseau est fondamentale, on la retrouve bien évidemment dans des événements comme celui-ci. Et un dernier point qui est à discuter, c'est la question de la gouvernance. Y a-t-il un pilote dans l'écosystème entrepreneurial? Alors, on est sur une métaphore, dans la nature, il n'y a pas un pilote, il n'y a pas un acteur qui régule les relations dans les chaînes alimentaires. Le système va s'auto-organiser. Même chose, dans un écosystème entrepreneurial, il y a une forme, bien évidemment, d'auto-organisation, mais il peut y avoir des acteurs qui vont essayer d'orienter, d'influencer. Pendant très longtemps, on a pensé que, et c'est le cas dans le contexte français, qu'on pouvait avoir une logique top-down, avec effectivement des dispositifs, des incitations qui permettraient de dire maintenant ce territoire, on va déclarer, on va déclencher cette dynamique entrepreneuriale. Alors on se rend compte, et là aussi c'est difficile de passer après Karim Duval en parlant d'horizontalité, mais on se rend compte que c'est plutôt des gouvernances qui sont plutôt bottom-up, qui sont plutôt horizontales, qui fonctionnent dans ces territoires. C'est-à-dire redonner la main aux acteurs que vous êtes, redonner la main aux entrepreneurs, pour définir finalement les meilleures orientations. Ça veut dire que le politique doit aussi un rôle, bien évidemment, il est légitime pour donner une vision stratégique sur un territoire. On peut s'interroger sur son implication directe dans des actions d'accompagnement. On peut s'interroger sur la façon dont il gouverne, dont il fait émerger la décision. Et on verra que ce sont des vrais thèmes qui vont se développer. Comment on pilote, comment on gouverne finalement, au sens noble du terme, un territoire. Et comment justement on arrive peut-être à des formes plus contributives dans la façon d'exercer finalement la gouvernance. Alors, si on essaie d'aller plus loin dans l'analyse des écosystèmes, et très rapidement, nos travaux nous ont amené là aussi à proposer toute une série de modèles, à montrer que si on veut comprendre les écosystèmes, il faut plutôt avoir des lectures multiniveaux. Ça peut être intéressant notamment, je ne vais peut-être pas détailler, mais de dire une structure d'accompagnement, c'est déjà un écosystème. Se penser comme un écosystème, c'est penser ses interactions,
c'est construire une stratégie écosystémique, on y reviendra sur les formes de stratégie qu'on peut être amené à mettre en œuvre. Là aussi, je passe très vite sur une autre modélisation sur laquelle nous travaillons, c'est de se dire un écosystème, c'est de la diversité. La richesse dans les systèmes complexes tient à la diversité. Et si l'élément élémentaire du système, c'est le sous-système, ici le sous-écosystème. Et donc on va avoir dans des territoires finalement des sous-écosystèmes qui vont être orientés sur des thématiques. L'entrepreneuriat féminin, la digitalisation. La thématique va être abordée, l'entrepreneuriat dans les marges, c'est-à-dire l'entrepreneuriat de public, par exemple, les entrepreneurs en situation de difficulté. Il y a un écosystème qui se construit. La question, c'est le couplage, finalement, entre ces différents sous-écosystèmes. Et là aussi, on peut se dire qu'un des facteurs de performance d'un écosystème, c'est sa capacité à créer des logiques de couplage entre ces différents sous-ensembles, donc éviter, bien évidemment, l'isolement. Dernier point, c'est la question finalement de la stratégie. Est-ce qu'on peut avoir une stratégie écosystémique lorsqu'on est un acteur de l'écosystème, quel que soit, qu'on soit structure, qu'on soit, on a parlé par exemple de grandes entreprises, vous avez parlé de banques qui créent des structures, pour ne pas les citer, Village Baïséa, qui ont développé des espaces qu'ils définissent comme des écosystèmes tournés vers l'innovation ouverte. Comment on fait pour émerger dans un écosystème qui existe déjà, comment on trouve sa place? On a essayé de relier ces stratégies au processus d'incubation. Si on résume très simplement, les grandes étapes, c'est identifier des projets, la question de la sélection, c'est arriver à mobiliser, à diffuser des ressources et des compétences, et bien évidemment, il y a la question du networking, de l'accès au réseau. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les pratiques que l'on va avoir, d'un point de vue écosystémique, sont hybrides. Je vais reprendre ce terme, mais il n'y a pas une pratique qui marche, mais des pratiques, et qu'on a intérêt à évoluer entre coopération, compétition. Et cet enseignement s'applique au niveau des structures. Ça veut dire qu'une structure doit bien évidemment ne pas être naïve, dans le sens où elle est en compétition avec d'autres structures, mais en même temps, il y a des registres où elle a tout intérêt à mutualiser en termes de compétences, à participer. Procréa, pour moi, c'est l'exemple type de réseau qui se co-construit, où on partage, où on échange, on fait avancer la connaissance. Donc là, on peut être collaboratif à 100%. Et dernier point, on a essayé de mesurer ça à partir d'enquêtes auprès de structures d'accompagnement, finalement, pour voir c'était quoi le meilleur registre. Est-ce qu'il fallait être compétitif? Est-ce qu'il fallait être coopératif? Ou plutôt compétitif? Alors on se rend compte que si vous êtes uniquement sur un registre compétitif, votre performance se dégrade. Mauvaise nouvelle, la coopération seule n'est pas très bonne non plus pour la performance. En revanche, les structures qui parviennent justement à jouer sur les deux, on voit que quand il y a finalement de l'émulation, et ce message-là, je pense que des décideurs politiques peuvent aussi l'entendre, c'est-à-dire de mettre des incitations pour se retrouver sur des actions comme ici, mais aussi avoir aussi une logique d'émulation. Donc la question de l'évaluation, qui était la première thématique de Procréa en 2008, continue à faire sens, même si c'est un sujet qui peut agacer parfois, mais en même temps, avoir des indicateurs, des mesures. Alors elles peuvent être co-construites, là aussi, on peut réfléchir ensemble sur ces indicateurs, mais c'est aussi un moyen de remettre sous tension finalement les acteurs de l'accompagnement. Merci beaucoup Karim. Et alors on le voit, cette notion d'écosystème, elle est très complexe. Alors l'accompagnement que nous représentons aujourd'hui a son propre écosystème au sein de l'écosystème entrepreneurial. Mais Sylvie, j'ai envie de te demander dans tout ça, quelle est la place de l'accompagnant lui-même en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que professionnel? Oui, bonne question, mon ami. Alors, j'ai choisi de nommer cette partie l'accompagnement protéiforme. Alors, pourquoi protéiforme? Parce que l'idée, c'est de comprendre que, pour moi, l'accompagnement n'est pas unique. Il n'y a pas une seule façon de voir l'accompagnement, ni l'accompagnant. Et à ce titre, on parle d'accompagnateur ou on parle d'accompagnant. Moi, j'ai plutôt choisi mon camp, si on peut dire. Je préfère le mot d'accompagnant que le mot d'accompagnateur. Et je vous dirai à la fin de cette petite présentation, j'espère pas trop manger de temps, pourquoi je préfère accompagnant à accompagnateur. Donc pour moi, l'accompagnement protéiforme parce qu'il est hybride, on le disait tout à l'heure, il repose sur différents composants.
C'est ça le principe du côté protéiforme. Première chose peut-être, pour ceux qui accompagnent, c'est permettre l'ouverture d'esprit et la mise en réseau du porteur de projet, des porteurs de projet. Deuxième grande idée, peut-être, c'est guider, c'est initier vers un univers de possibles le plus large possible, les porteurs de projet. L'image du tuteur de la plante, hein, pour essayer à faire en sorte qu'elle essaye de grandir assez correctement. Et puis, troisième pilier, c'est soutenir dans l'action. Et on va voir dans ces trois piliers qu'est-ce que l'on met derrière. Si on prend le premier axe, peut-être guider, initier, l'idée c'est d'avoir une dimension psychologique. L'accompagnant, pour moi, ce n'est pas simplement quelqu'un qui amène des outils, qui sait analyser un business plan, qui sait voilà, qui a une dimension technique sans que ce soit péjoratif, hein, le côté technique, parce qu'il le faut aussi. Mais il y a une donnée humaine, on parlait de l'humain tout à l'heure, il y a l'humain qui rentre en considération et la dimension aide psychologique pour permettre à la personne de rebondir s'il est en difficulté dans le cadre de son projet. Peut-être lui permettre de trouver d'autres solutions que la seule voie de la création d'entreprise, par exemple. Ensuite, il y a les valeurs. L'objectif de l'accompagnant, c'est peut-être aussi de discuter avec le porteur de projet des valeurs qui sont les siennes, de réfléchir sur ses propres valeurs. Souvent, le porteur de projet arrive avec un projet et point barre. Mais quelle est la vision, quelle est la mission, quelles sont les valeurs autour de ce projet? Lui, ce qui l'intéresse, c'est plus le produit ou l'idée, mais il fait fi peut-être de beaucoup d'autres choses. Et peut-être que le rôle de l'accompagnant, c'est de l'aider en intégrant plus largement d'autres paramètres que le seul projet. Ensuite, au niveau du soutien dans l'action, il y a le côté humain. Le côté humain, c'est-à-dire, je parle beaucoup d'adéquation individu-projet avec mes étudiants, que je vois au fond là-bas. L'idée, c'est que le porteur de projet est aussi un être humain. Il a une vie privée et peut-être relier son projet personnel à son projet professionnel, c'est aussi quelque chose qui est essentiel, parce que ne s'intéresser qu'au projet et le sortir d'un contexte un petit peu plus large, il me semble que c'est aussi le rôle de l'accompagnant que de lui mettre le doigt sur le fait que les deux sont quelque part intimement liés. Ensuite, il y a le processus, parce que l'accompagnement, pour moi, se fait dans la durée. L'accompagnement doit s'installer dans un processus qui est plus ou moins long. Tout dépendra des personnes et des porteurs de projets, de leur vécu, de leur expérience. S'ils sont serial entrepreneurs, ça va peut-être pas être la même chose que si c'est une primo-création. Ensuite, l'accompagnant, je me retourne à chaque fois parce que je ne vois pas, c'est trop loin. Il y a l'expérience. L'expérience, elle doit servir aussi. C'est pas parce qu'on a un projet de création que tout ce qu'on a fait avant, on l'a mis dans une boîte et on referme la boîte. Non, l'expérience, elle doit être profitée aux porteurs de projet et l'accompagnant doit peut-être l'aider à aller chercher aussi dans son expérience ce qui peut l'aider dans sa nouvelle aventure. Et puis un autre élément, enfin, c'est la compétence. La compétence de l'accompagnant pour donner de la compétence et de la connaissance et ensuite de la compétence aux porteurs de projet. Donc finalement, on voit qu'il y a 3 domaines sur lesquels l'accompagnement va jouer. Il y a la reconnaissance d'opportunités, hein, c'est le principe de l'entrepreneuriat, l'aider à aller chercher de nouvelles opportunités.
l'aider à légitimer son projet, et c'est aussi par l'accès à la connaissance, c'est aussi par la maîtrise de compétences nouvelles qu'il va accroître sa légitimité. Et j'ai commencé par là, la confiance en soi, le côté psychologique. Donc, on parlait de mouton à 5 pattes, à 8 pattes tout à l'heure. Oui, je dirais que l'accompagnant, il est aussi ambidextre. L'ambidextre, c'est celui qui peut écrire de la main droite et de la main gauche. En fait, il sait tout faire. Il doit savoir tout faire, de mon point de vue, à la fois sur le plan technique, et pour moi, ça c'est le rôle de l'accompagnateur. L'accompagnateur est plutôt spécialiste du technicien, et l'accompagnant va être plus largement qu'un technicien. Il va être en capacité d'intégrer toutes ces dimensions sociales, humaines, cognitives. Et c'est la raison pour laquelle je préfère, moi, le terme d'accompagnant au mot accompagnateur. Donc voilà pourquoi c'est un mouton à 5 pattes, à 8 pattes, un ambidextre en plus. Aujourd'hui, l'accompagnant, voilà, très riche, très intéressant et passionnant. Et bravo à vous, pour le coup. Ouais, merci Sylvie. Merci Sylvie. Merci Sylvie, merci Karim. Je vous demande de les applaudir parce que je crois qu'ils ont... Voilà, à partir de maintenant, Procréa est bien lancé. On vous a mis voilà, les enjeux, vous l'avez compris, ils nous ont bien déjà positionné l'esprit à un certain niveau. C'est ce niveau-là qu'on cherche dans le cadre de Procréa, avec des moments plus conviviaux. Donc, tout ça, tout ce qu'on vous a dit depuis qu'on a commencé à essayer d'intervenir, et petit à petit la machine se rôde et chauffe, nous a conduit à établir le programme qui vous est proposé cette année. On va aller très très vite parce que on est a grave déjà à la un bourre. petit peu déjà de retard dès la première demi. Alors, donc, au moment où plus que jamais l'entrepreneuriat va contribuer à changer le monde, on a essayé de réfléchir à quels étaient les engagements et les enjeux pour les accompagnants. Donc, il y a une dimension territoriale avec l'objectif, au travers de ce Procréa, c'est de mieux faire travailler ensemble les opérateurs sur les territoires et au service du développement économique et des porteurs de projets. Donc vous avez 5 masterclass qui vous ont été présentés sur ce sujet des territoires, des écosystèmes et territoires qui ont ciblé, comme on l'a dit tout à l'heure, plus particulièrement les EPCI. On va vous faire un focus sur tous les métiers de l'accompagnant. Donc Sylvie a bien démarré, mais on a 15 masterclass techniques. Donc ça, c'est pour les accompagnateurs. Mais on a aussi sur des accompagnements plus spécifiques. On a des sujets de prospective, alors un peu barrés, hein, on est bien d'accord. Quand on a commencé à parler de IA et de biomimétisme dans l'accompagnement entrepreneurial, on a commencé à nous dire qu'on était un peu fêlés, mais vous les aurez à partir de cet après-midi. On va parler d'ESS, bien évidemment. On ne peut plus aujourd'hui faire de l'accompagnement sans parler de l'ESS. On va parler de digital dans l'accompagnement. C'est tout ça, Procréa, et on est heureux de vous le présenter. Voilà. Et avant d'aller déjeuner, on va laisser quand même le mot de la fin à Karim, hein, qui doit conclure cette séquence avec, en nous livrant les perspectives et nouvelles tendances en matière de recherche en entrepreneuriat. Très rapidement, s'il te plaît, Karim. Alors, quel challenge avant d'aller déjeuner. Donc, je vais être vraiment très rapide, en 2 mots peut-être. Simplement, la demande qui m'a été faite, théoriquement en 5 minutes, je vais essayer de tenir en 1 minute. Allez. Trop fort. C'est de dire finalement, la recherche et aussi ce sont des perspectives. Et donc l'idée, c'est de voir aujourd'hui, c'est quoi les grands sujets qui ressortent déjà dans le champ de l'entrepreneuriat. Alors on a évoqué des questions autour de l'opportunité, de la relation entre individus et opportunités. C'est des débats qui aujourd'hui sont remis en question finalement. Ce n'est plus les sujets qui sont les plus importants. Les sujets qui sont les plus importants, vous les avez en deuxième ligne. C'est tout ce qui est lié aux transformations, les transformations sociétales, environnementales, les transformations digitales qui font émerger toute une série de sujets. Et bien évidemment, une plus grande prise en compte des contextes. Alors, on n'a pas eu le temps de trop l'aborder, mais c'est vrai qu'un certain nombre de diversité des territoires. Hein. J'ai commencé par la Silicon Valley, mais c'est aussi Station 1 en Aveyron. Ce sont des tiers-lieux qui émergent avec de nouveaux dispositifs d'accompagnement. Donc, il y a une très grande diversité géographique dont il faut prendre compte et sur lesquelles il va falloir construire une connaissance spécifique. Alors, pour objectiver finalement ces tendances, j'ai
pris l'une des revues les mieux cotées dans le champ de l'entrepreneuriat, qui s'appelle Entrepreneurship and Practice, et les 3 articles qui ont été les plus lus sur ces 6 derniers mois. Première thématique, la durabilité de la digitalisation. Deuxième article, l'entrepreneuriat social. Troisième article, les écosystèmes entrepreneuriaux. Et donc on en arrive à la dernière slide. Un article très récent donc, est sorti sur c'est quoi les tendances de la recherche sur ces thématiques. Et vous retrouvez des idées qu'on a vues, la question du contexte, les particularités du territoire, comment ça se structure un écosystème, quel rôle la digitalisation peut favoriser. Vous avez introduit le digital dans vos pratiques et effectivement dans vos relations au territoire, ça peut modifier les pratiques, amener d'autres pratiques mais aussi de nouvelles formes de performance. La question des micro-fondations, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur des micro-écosystèmes. J'ai parlé de nouveaux acteurs, Station A, le Village Baïséa, et on pourra en citer des dizaines et d'autres qui sont en train de vouloir trouver leur place dans leurs écosystèmes, comment ils font, quelles stratégies ils mettent en œuvre. Et enfin, dernière idée qui est importante, c'est comment on tient compte de la complexité, comment on tient compte du temps, de la trajectoire d'évolution. Un écosystème, ça ne démarre pas de rien, ce n'est pas créer un incubateur ou un accélérateur en partant de rien, c'est une histoire, c'est des traditions, c'est donc des éléments qui se sont structurés, qui sont de nature culturelle, qu'on va essayer d'intégrer. Et donc on va essayer d'avoir des lectures plus fines de chacun de ces contextes. Et ça sera l'enjeu finalement des sujets qui seront traités tout au long de cette conférence. C'est Merci. Parfait, merci beaucoup Karim.